Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, nous partons avec un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Nicolas Rétif de la Bretonne. Et nous allons donc continuer la lecture d'un ouvrage intitulé La paysanne pervertie ou les dangers de la ville. Voilà, nous en sommes à la deuxième partie de cet ouvrage. Ursule, donc l'une des sœurs d'une fratrie, est partie vivre en ville. Son frère Edmond l'a rejointe et nous parcourons donc leur correspondance à tous et à toutes. Lettre 15. Godet à Edmond. Il lui écrit qu'il l'a secondé. Il lui annonce la naissance de la petite Laure et lui parle mondainement d'Ursule. Paris, 10 novembre. 15 jours de bouderie. C'est tout ce que je puis, mon cher. Encore y en a-t-il 12 que je délibère. S'il est plus avantageux que je te boude que de te marquer mon affection. Ce dernier parti l'emporte, Edmond, parce que je suis un véritable ami. Aussi, ai-je résolu de te mettre à ton aise. Aime-moi, haïs-moi, je ne t'en serai pas moins attachée. Et pourvu que je te serve, qu'importe. T'aimais-je donc pour moi? Il n'y aurait pas à gagner et la recette d'Épicure ne me produirait que des chardons. Encore te demandais-je pardon de ce mot de reproche. En dise ce pauvre Helvétius, tout ce qu'il voudra, je brûlerai son livre, s'il me tombe entre les mains, pour cela seul, qu'il ne croit pas à l'amitié désintéressée. Que m'importe qu'il ait raison pour tout le monde. Il a tort pour moi, car je la sens au fond de mon cœur. Me dira-t-il qu'il n'y est pas? Qu'il ose, je lui dirai moi qu'il en a menti. Mais trêve de préambule et de justification, ce n'est pas le but de ma lettre et j'ai bien autre chose à te dire. Tu es père. Je te vois d'ici car tu as un excellent cœur. Tu baises ma lettre et tu bénis Godet, père d'une fille charmante qui ressemblera un peu à sa mère, un peu à toi, un peu à la gentille Ursule, un peu, je crois, à Minerve Parangon. C'est dire qu'elle aura tous les charmes et toutes les grâces. En effet, jamais je n'envie tant à une petite créature à peine ébauchée. Laure se porte bien. Et surtout, elle est très satisfaite d'être débarrassée d'un incommode fardeau. Je l'ai un peu formée. Elle se propose de jouir dans la capitale de toute sa liberté. Mais j'aurais besoin qu'elle n'en abuse pas, et ce n'est pas son dessein. Quant à l'enfant, je respecterai ta propriété en me conformant à tes ordres pour tout ce qui la concerne, mais sans te laisser aucun des soins, aucune des peines qui sont les dépendances de la paternité. Je reviens à la mère. Je n'ai jamais vu de fille si aimable. C'est un bijou. Elle va être plus charmante que jamais, j'en suis sûre. Quel est le but de cet éloge? De t'y faire penser? Non, en vérité, garde ta liberté, c'est mon avis. Quant à Laure, je m'en charge. J'aurai un soin égal de ses mœurs et de son bonheur, et s'il lui faut un jour un mari, je lui en trouverai un, mais pas mon ami. De tous les partis possibles, Laure serait le pire pour toi à présent. Mais c'en est assez là-dessus. Je t'embrasse. Toujours ton ami, Godet. À propos, un petit alinéa d'Ursule. Je l'ai vue, cette fille charmante. Ah, mon cher, que je te félicite. Si cette fille-là était répandue dans un certain monde, il y aurait pour faire sa fortune et la tienne. Honnêtement, car c'est ainsi que je l'entends. Elle est assez belle ou assez jolie, je ne sais lequel, pour faire une passion sérieuse et tourner la tête d'un duc, tout comme celle d'un homme du commun. Il est singulier comme votre sang est beau. Tout ce qui vous touche participe d'un certain charme dont on ne peut se défendre. Je t'avouerai que toi-même, tu m'avais séduit d'abord par ta figure. Je me dis quelquefois que Vénus était de votre famille, que si nous vivions du temps de la guerre de Troie,
ou du bon aveugle au maire, je tenterai de le prêcher et que ce serait l'objet de mes missions. Cette fille-là ne doit jamais être la femme d'un homme du commun. Entends-tu, Edmond? Et s'il faut l'y servir, je l'y servirai. Je connais de par le monde un certain héritier d'une si grande famille, mais il n'est pas encore temps de m'ouvrir, même avec toi. Avec Ursule, j'ai vu la sœur de la déesse Parangon. Cela sera charmant. Un peu plus coloriée que sa sœur, mais moins touchante en étant peut-être plus belle. C'est un joli couple de grâce que Fanchette et ta sœur. La belle Parangon viendra sans doute faire la troisième. Et il faut avouer que Madame Canon, qui couvra tout cela des yeux, ne ressemblera pas mal au dragon du jardin des Hespérides. Mais celui-là ne gardait que des pommes d'or, bien au-dessous de celles qui seront ici. J'adresse cette lettre chez Madame Parangon, où je te crois à présent. Ne me fais pas de réponse, et pour cause. Adieu, cher ami. Cette lettre tomba entre les mains de Madame Parangon, qui l'ouvrit trompée par la forme de l'adresse, mais ses yeux s'étant portés sur l'article du mariage proposé pour Ursule, elle le lut, et tout en reconnaissant que la lettre n'était pas pour elle, elle fut charmée qu'Edmond ne la vit pas en entier. Elle en enleva les 2 dernières pages, qui ne tenaient pas au reste. Et il ne vit plus que ce qui regardait l'or. Encore, lorsqu'il l'eut parcouru, tâcha-t-elle de s'en emparer. C'est ce que dit une note et demi effacée que je trouve au bas, et lorsqu'elle fut à Paris, elle l'a remis à Madame Canon qui nous l'a conservée. On peut lire dans Le Paysan une autre lettre, l'arrivée de Godet, et son entrevue avec Edmond. Lettre 16. Edmond à ses père et mère. 25 décembre. Son cœur conserve encore les apparences de son innocence première. Mon très honoré père et ma très chère mère, agréez les vœux et les hommages d'un fils respectueux pour le commencement de la prochaine année. J'ai heureusement pour vous la souhaiter de bonnes nouvelles à vous apprendre de la très chère sœur Ursule, auprès de laquelle est actuellement ma cousine, ou plutôt notre seconde mère, à ma sœur et à moi. J'étais trop méchant sans doute l'an passé pour mériter que le ciel bénisse mes prières pour vous. Mais il m'a châtié dans sa justice en me punissant par où je vous avais désobéi. Puisse cette nouvelle année vous être plus agréable. Au moins, il n'y a plus rien de caché dans le fond de mon cœur, si ce n'est qu'un trésor inépuisable de tendresse pour vous, mon cher père et ma très chère mère. Vous verrez par la copie de la lettre ci incluse que Madame Parangon m'a fait l'honneur de m'écrire les bonnes nouvelles que j'ai reçues de Paris. Est-il possible, cher père et chère mère, que je m'acquitte jamais de la reconnaissance que je dois à cette femme digne d'un trône par son penchant à bien faire autant que par sa beauté? Non, cela n'est pas possible, et tout ce que je pourrais, c'est de mettre ses bontés sur la même ligne que les vôtres. Car elle m'oblige d'autant plus que ce n'est pas tant dans ma personne que dans celle d'Ursule l'image de ma bonne mère, ce qui me lie bien plus que si tout se faisait pour moi. Cependant, combien ne fait-elle pas pour moi-même? Aussi loin de désirer de m'acquitter, je veux au contraire lui toujours devoir, afin que ma reconnaissance soit pour moi un plaisir continuel qui dure autant que ma vie. Car il est des personnes dont nous aimons à être les obligées parce que nous savons qu'elles ont trouvé tant de plaisir à nous faire du bien que nous leur en sommes plus chers. Tels vous êtes, cher père et chère mère, à l'égard de vos enfants, et telle est Madame Parangon pour ma sœur et pour moi. J'apprends que le cher frère aîné va bientôt vous faire renaître dans la prospérité du plus vertueux de vos enfants. Permettez que je vous félicite et que je répande mon cœur devant vous dans une circonstance aussi heureuse. Que vous aurez de plaisir et que j'en promets avoir votre satisfaction. Voilà le plus beau bouquet dont vos enfants puissent vous orner, et il était juste que ce fût de votre aîné que vous le reçussiez, puisqu'il a toutes vos vertus et que nous le regardons comme votre lieutenant à votre égard. J'ose, dans cette lettre,
qui vous êtes adressé lui faire mes félicitations, et si je le prie d'être persuadé que ma joie ne cédera qu'à la sienne et à celle de la chère sœur, son épouse. C'est elle qui sera contente dans quelques jours, sensible comme elle est, chérissant son mari, vous respectant comme elle le fait. Jamais on n'aura vu de mère plus tendre, pas même la mienne, qui l'est infiniment. En attendant le bonheur de vous voir, cher père et chère mère, ainsi que mes frères et sœurs, je les embrasse tous, et je fais 1000 souhaits pour leur bonheur. Je suis et serai toute ma vie avec le plus profond respect et la plus vive tendresse, etc., etc. Lettre 17. Ursule à Fanchon. Ma sœur copie un papier secret de Madame Parangon et montre qu'elle commence à n'être pas aussi bonne et naïve qu'on le croyait. Ce qu'on voit par les confidences qu'elle fait à ma femme. 26 décembre. Elle est ici, chère sœur. Je la vois, mais elle ne me voit pas. Car je t'écris en cachette d'elle et de tout le monde. J'ai fait en sorte d'occuper Fanchette et je suis seule. Cette lettre-ci est bien importante. Et pour Edmond et pour moi. Je commence par lui. Il est trop heureux car je sais qu'il aime bien Madame Parangon. Or, il en est aimé pour le moins autant et c'est parce qu'elle l'aime trop qu'elle la fuit. C'est son expression. Mais elle ne me l'a pas dit. Je l'ai vu par un brouillon de lettres qu'elle a déchiré et jeté dans la cheminée. Pour toute autre chose, je n'aurais pas été curieuse, mais un morceau où j'ai vu le nom d'Edmond et le mien m'a donné de la curiosité. J'ai ramassé le papier, je l'ai lu et je l'ai copié très heureusement, car un instant après, elle est venue elle-même le brûler. Voici ce que c'est. Infortunée, je cherche partout non le bonheur mais le repos, et le repos me fuit. Je disais, le repos m'attend à Paris, dans les bras de ma chère Ursule. À Paris, je regrette le temps où je voyais Edmond tous les jours, à toutes les heures. Qui me rendra l'innocence? Tout ce qui m'environne a le cœur pur. Moi seule, je nourris un feu coupable qui me consume, qui me dévore. Pardon, ma chère Ursule. Je ne suis pas une Sappho, ou si je la suis, c'est Fan et non Lesbie qui cause mes soupirs. Où m'égarais-je quelquefois? Infortunée, où m'égarais-je? Hélas, je veux tromper la nature et l'amour, je veux que du moins mon corps soit chaste, puisque mon cœur ne l'est plus. Je l'ai fui. J'ai fui le cher ennemi de mon repos, de mon innocence. Lui seul m'a fait fuir et je le porte dans mon cœur, cet ennemi que je fuis. Pourquoi le fuir? Pourquoi, infortuné? Pour que tu sois la seule coupable et qu'il ne devienne pas ton complice. Quelquefois, je me surprends à être jalouse de ma sœur. Je m'efforce à le destiner pour elle et peut-être serais-je aujourd'hui au désespoir qu'il fût son mari. Que n'ai-je pas souffert quand arriva l'aventure de l'or? Mais elle était sans intérêt pour moi quand elle éclata. Il était le mari d'une autre, que m'importait sa constance pour elle. Oui, j'ai senti une sorte de joie coupable. Mais grand Dieu, que n'avais-je pas souffert quand j'avais appris son mariage avec Manon? Et si je n'eusse pas vu, au fond, c'était encore moi qui étais la souveraine de ses pensées. Oui, si je n'avais pas vu cela, aurais-je pu y survivre? Je me suis vaincue. J'ai faim d'aimer Manon, que dis-je? Ne l'ai-je donc pas aimé? Non, 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 je ne l'ai pas aimé, non, je le sens. À ce que me fait éprouver Fanchette. Mon cœur l'a repoussée quand, à mes pressantes sollicitations, elle m'a dit qu'elle aimerait bien son petit mari. Et pourquoi lui en parler? Pourquoi mettre sitôt dans son cœur des idées? Je me la sacrifie. Non, non, je surmonterai ma faiblesse. Elle aura Edmond, elle l'aura. Je ne veux plus le voir, je me le promets. Mon Dieu, devant vous, punissez-moi si je lui parle, si je lui écris. Je tâcherai de le bannir de ma pensée. Il est des rencontres fatales.
Il vient chez mon père, jeune encore, hélas. J'avais son âge, il apportait une lettre, sa naïveté, son innocence m'intéressèrent. Dès ce moment, je sentis qu'il était aimable, ma pensée s'occupa de lui, je ne séparais pas, devenue plus grande, l'idée de l'amour de celle d'Edmond. On me maria, je crus que ce devait être un Edmond pour moi qu'un mari. Je me livrai tête baissée, comme la victime conduite à l'autel. Ah, quelle différence! Quelle différence pour mon malheur! Je passais un jour sur un grand chemin, je le revois conduisant au lavoir les brebis de son père. Comme mon cœur fut touché de ses grâces naïves en me saluant, de son empressement à raccommoder la sangle de mon cheval. Mais j'étais mariée alors. Mon cœur fut touché d'une sorte de compassion. Tant de charme et de grâce seront-ils perdus? C'est le fils de l'ami de mon père. Il faut le prendre chez nous, il faut lui donner un état plus doux. Je fis parler à ses parents, je l'obtins pour le temps où finissent les travaux de la campagne. Dieu me punit dès le premier pas. J'étais absente quand on me l'envoya. Sa beauté, son innocence, sa noble sécurité tentèrent des âmes vicieuses et ont voulu le tromper. On s'était hâté de le faire venir pour le tromper, moi qui espérais le recevoir, lui adoucir les commencements d'un séjour étranger, l'instruire, le former, m'en faire aimer comme bienfaitrice. Je l'exposais à tout ce qu'ont de dur et d'amer les façons des gens des villes à l'égard d'un jeune campagnard qui vaut mieux qu'eux. Que n'a-t-il pas souffert, cher Edmond? Va, je t'en dédommagerai. Ma sœur sera ton épouse, la tienne sera ma compagne. Mon amie à jamais, je ferai tout pour elle. Et surtout, elle aura un mari qu'elle aimera. Cette chère, chère Ursule, elle est aimée déjà, elle est adorée. Les vicieux la désirent, les vertueux l'adorent, mais elle les ignore tous. Le frère et la sœur sont également aimables. Au fond, mes sentiments pour Edmond sont peut-être un bonheur. Que d'hommages intéressés ne m'offre-t-on pas? Que d'hommes adroits m'eussent peut-être entraîné dans des chutes honteuses. Edmond m'a soutenu, il m'a fait dédaigner tous les hommes. Ils ne sont que des monstres comparés à lui et je suis sans mérite dans ma vertu à leur égard. Je la lui dois. Chardonne ne l'a-t-il pas inutilement attaqué? Cutane, plus poli, plus aimable, ayant toutes les grâces qu'on acquiert à la capitale, a-t-il pu vaincre mon indifférence? Que d'amour, cependant. Mais Edmond était au fond de mon cœur, le gardien de ma vertu. Oui, je lui dois de la reconnaissance. Ah, que j'aurais de plaisir à lui montrer toutes celles qu'il m'inspire si, oh, malheureuse, quel souhait allais-tu former? Edmond n'en est pas le complice. Non, jamais son cœur ne fut souillé par ce vœu coupable. Mais Godet ne peut-il pas le corrompre? Je les crains. D'où vient est-ce que je ne le crains plus? D'où vient ne suis-je pas fâchée qu'il voie cet homme dangereux? Oh, sondons mon cœur, bon Dieu, si c'était parce que je voudrais qu'Edmond fût moins vertueux, moins timide. Je ne sais ce que j'entrevois au fond de mon âme, mais si c'était là mes vrais sentiments, je m'abhorrerais moi-même. Non, non, ce ne saurait être là mon secret désir. Au contraire, je suis rassurée par les principes d'Edmond. Un jeune homme élevé par des parents comme les siens, imbu de leurs maximes, ne peut s'oublier. Et pourtant, il s'oublia quand lors la cruelle idée et la cruelle anxiété que celle où je me trouve. Mais qu'importe le passé. Tâchons qu'il nous reste, qu'il soit à nous, à ma sœur et à moi, mais aucun objet ne fera-t-il d'impression sur son cœur en mon absence. Il est seul à présent, il est jeune, aimable. Il a les passions vives. Je m'en suis aperçue plus d'une fois. Je dois me rassurer. Il n'a pas recherché cette petite aimée, il l'eût trouvée. S'il l'avait bien voulu, les coquettes ne sont pas dangereuses pour lui. Tout doit me rassurer. Cependant, il ne faut pas que mon séjour ici soit trop long, que sais-je. Hélas, je n'ai pas de confidente. Je n'en saurais avoir pour mes sentiments. Je les cache à tout l'univers et je voudrais me les cacher à moi-même. Cruelle situation qui fait trouver du plaisir à écrire, lors même qu'on sait que c'est en vain.
Voilà bien de vrais sentiments. Et j'en suis très aise, car j'aime mieux devoir son amitié à Edmond qu'à toute autre cause. Je serais d'ailleurs charmée que mademoiselle Fanchette fût un jour notre sœur. Je t'avouerai que je l'aimerais mieux que la défunte, et parce que c'est la sœur de madame Parangon, et parce qu'il y avait dans l'autre quelque chose qui répugnait à la délicatesse. Ici, au contraire, c'est tout honneur et profit. Car Fanchette sera riche, enfin, puisqu'Edmond ne peut pas être le mari de la chère madame Parangon, il faut qu'il soit son frère. En mon particulier, je ne l'oublie pas auprès de la petite Fanchette. Je lui peins tout le monde en laid, hors Edmond. Et comme sa sœur me seconde, elle me croit autant que je puis désirer d'être crue. Ainsi, ma chère sœur, tu vois que cet attachement pour notre cher père, pour notre cher frère, dans une femme aussi vertueuse que madame Parangon, n'aura aucune mauvaise suite. Pour moi. Et qu'au contraire, il en aura de très bonnes. Et ce qui, vu le bien que vous nous voulez tous, doit vous faire le plus grand des plaisirs, et ce n'est qu'à cette intention que je te le marque. L'écrit copié n'est aussi que pour te donner de bonnes preuves de ce que je dis et te montrer l'extrême confiance que j'ai en ta discrétion. Te priant, après l'avoir lu, de me le renvoyer pour que je le garde précieusement. À présent, il faut parler de moi. Je t'avouerai que je suis un peu curieuse. C'est ce qui fait que je sais bien des petites choses qu'on ne se doute pas que je sache. Telle est par exemple la recherche de HSST, le conseiller. J'entendais hier madame Paragon qui parlait de lui à sa tante et qui lui disait qu'elle avait refusé un très joli présent qu'il voulait m'envoyer et qu'il m'avait écrit une lettre qu'elle avait d'abord acceptée, mais que tout considéré, il ne fallait pas que je vise, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Qu'un homme de cette condition-là pouvait se retirer, ce qui donnait toujours des chagrins à une fille, et qu'elle voudrait pouvoir me les éviter tous. Madame Canon l'a bien loué de sa prudence, et moi, tout bas, je l'ai remercié de ses excellents sentiments à mon égard. Il marque tant d'amitié que j'en étais attendrie, vraiment. Madame Canon a demandé à voir la lettre, et elle a cherché ses lunettes pour la lire. Mais ne les trouvant pas assez vite, elle a prié sa nièce de la lire elle-même. Et voici ce que j'en ai retenu. Lettre du conseiller à Ursule. Mademoiselle, quoique je sois un inconnu pour vous, je viens d'obtenir de madame Paragon la permission de vous écrire 2 mots. Cette respectable dame, à qui vous êtes si chère, connaît mes sentiments. Et elle s'est chargée d'être mon interprète auprès de vous. Si donc j'écris, c'est pour vous rendre mon hommage en personne et vous exprimer d'une manière exempte de tout soupçon d'adulation l'estime et le respect que vous m'avez inspiré. L'une et l'autre sont l'effet d'une impression durable et telle que vous devez la faire sur tous ceux qui ont le bonheur de vous approcher. Puisque l'absence n'a contribué qu'à la creuser davantage. C'est à l'honneur de vous obtenir pour compagne de mon sort que j'aspire. Je vous avouerai, mademoiselle, qu'avant de m'abandonner sans réserve à mes sentiments, je me suis informée de votre famille et que je n'y ai trouvé que des choses honorables sous tous les points de vue possibles. Soit par les ancêtres, soit par les mœurs et la bonté de vos auteurs les plus proches, comme monsieur votre père et madame votre mère. Et c'est d'après ces informations que j'ai suivi avec un plaisir au-dessus des termes que je pourrais employer le penchant que vous m'inspiriez, et que je me propose de m'honorer de votre parenté, au moins autant que de la mienne. Voilà. Je crois, mademoiselle, ce qu'un honnête homme, tel que je fais profession de l'être, doit écrire à une jeune personne qu'il recherche. Aussi ne m'en permettrai-je pas davantage,
me contentant d'ajouter que je suis et serai toute ma vie avec un dévouement parfait, mademoiselle, votre très humble, très obéissant serviteur et tendre adorateur. Il me semble, ma chère sœur, que cette lettre est très bien et qu'on ne peut écrire plus honnêtement. Je l'en estime fort. Et si mon bonheur veut que j'aie un aussi honnête mari, ma joie la plus vive viendra de celle qu'en ressentiront nos chers pères et mères, de celle que vous en aurez tous, ma chère, surtout toi, avec qui mon inclination m'a toujours unie. Il me semble que notre digne père serait bien content lorsqu'il nous verrait honorés par tous ces gens de justice et des environs, qui nous regardent du haut de leur grandeur et qui se trouveraient alors bien au-dessous de nous. Je t'avouerai, ma bonne amie, que cela me tente plus que le mariage, quoique le conseiller soit bel homme à mes yeux, et je crois aux yeux de tous ceux qui le voient. À présent que je te dis tous mes petits secrets les plus importants, je puis bien t'en dire d'autres, qui ne m'intéressent pas autant, à beaucoup près. Toutes les fois que je sors, pour peu que je reste en arrière, on me glisse des billets, surtout de la part d'un certain marquis, ou se disant tel, qui m'a déjà parlé. Je m'embarrasse assez peu de pareils messages, et cependant j'en suis flattée parce que cela me rassure au sujet de monsieur le conseiller. Je me dis que n'étant pas le seul, il faut qu'il y ait quelques raisons pour qu'on me trouve aimable. Sans prendre de vanité, ce qui serait bien sot à moi, je trouve du plaisir à tous les compliments que je reçois, de bouche ou par écrit. Je sens pourtant qu'il ne faut pas avoir l'air de lire les billets. Et voici comme je m'y suis prise. J'ai gardé le premier qu'on m'a glissé, comme si je ne m'en étais pas aperçue. Et j'ai eu bien soin de le mettre dans ma poche. Une autre fois, quand nous sommes sortis, j'ai été attentive si on m'en donnerait un nouveau. Et ça n'a pas manqué. Et moi, je vous ai tiré le premier billet que je tenais exprès entre mes doigts et je vous l'ai déchiré en 1000 pièces. Par ce moyen, je satisfaisais ma curiosité en lisant toutes les sornettes qu'on m'écrit, sans porter aucune atteinte à ma réputation. Je vais te copier quelques-uns de ces poulets, chère petite sœur, pour te donner une idée de ce qui se passe ici et de la manière dont on y déclare ses sentiments aux filles sans les connaître. Si j'osais m'informer, je serais plus instruite, mais il me semble qu'on en agit avec toutes les filles comme avec moi. Le premier qui m'a écrit et celui qui m'a parlé, c'est quelqu'un d'importance et son air de distinction me le faisait respecter, mais je ris à présent de mon respect. Voici de son style. Premier billet doux. Je ne sais, ma belle demoiselle, avec qui vous êtes, si c'est votre mère, votre tante, votre gouvernante, etc., mais elle est inabordable. Ou vous êtes à quelqu'un de puissant, comme un ministre qui vous entretient au secret, ou à quelqu'un de riche qui ne laisse rien à désirer à votre maman. Dans ce dernier cas, je l'emporterai à coup sûr. Je suis distinguée autant qu'un particulier peut l'être. Honorez-moi d'une réponse que vous laisserez tomber lorsque je vous ferai remettre un second billet. Je serai exacte à me conformer à vos intentions, quelque hautes qu'elles soient. Si pourtant vous étiez encore neuve, j'avouerais que vous êtes un trésor, que toute la fortune de votre serviteur ne pourrait payer. Le marquis de Tatata. Post-scriptum, mon nom sera signé dès que je connaîtrai vos intentions. Tu vois que c'est un riche parti, mais je préférerais le conseiller à cause du plaisir que cela ferait chez nous. Madame Canon est en effet rebutante, et je crois qu'un ministre d'État viendrait pour nous entretenir un moment qu'elle ne le permettrait pas. Il croit que nous appartenons à quelqu'un de riche. Effectivement, nous sommes très bien mises, surtout depuis que Madame Paragon est ici. Deuxième billet doux. Eh bien non, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Il faudra nous suivre la prochaine fois pour découvrir le contenu du second billet doux. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis.
C'était donc Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!